Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne. C'est notre pays, j'aime à le redire, nous ne pouvons pas l'abandonner. C'est notre pays, nous ne pouvons pas lancer la serviette en ce qui concerne la chose politique, en ce qui concerne la chose publique de notre pays. Nous devons continuer à scruter les agissements, analyser les discours, les comparer aux actions, faire l'exégèse du dire et du faire, comme on dit dans notre métier, de telle sorte que nos politiciens se sentiront enfin responsables de leurs actes, de leurs gestes, et qu'ils nous rendent des comptes parce qu'ils sont redevables. Mais vous savez, malheureusement, plus je m'informe de la manière dont on fait de la politique dans ce pays, plus je m'informe de la légèreté avec laquelle on choisit des ministres, on choisit des secrétaires d'État, on choisit des conseillers. Plus je m'informe, et on peut remonter au sommet même de l'État, plus je m'informe de la manière dont on choisit un conseiller présidentiel, plus je m'informe de la manière dont on choisit un premier ministre, plus je me rends compte que là, nous avons dépassé le stade de la comédie. Vous vous souvenez du titre de ce roman de l'écrivain américain qui parlait des politiciens haïtiens en termes de comédiens. Là, je pense que nous sommes allés plus bas que la comédie, car pour faire de la comédie, il faut avoir une certaine compétence, voire une compétence certaine. On va à l'école pour faire du théâtre. Sauf que là, ce n'est plus de la comédie que l'on fait dans ce pays, je crois, donc j'ai la conviction profonde que pour les politiciens haïtiens, la politique haïtienne est une plaisanterie. On n'a pas à se prendre au sérieux, on n'a pas à faire attention puisque personne ne rend compte de rien.
On peut poser les gestes les plus répréhensibles au vu et au su de tout le monde. Les quelques journalistes sérieux d'enquête qu'il nous reste dans ce pays vont en parler pendant quelques heures, même pas pendant quelques jours. Mais là, on va passer à autre chose et surtout, personne ne rendra compte. Personne n'exigera plus des comptes à qui que ce soit, en sorte que on peut poser les gestes les plus répréhensibles, on peut poser les gestes les plus reprochables. Il n'y aura pas de punition. On espérait qu'avec la nouvelle équipe, on espérait qu'avec cette nouvelle transition qui se voulait jusque-là, une transition de rupture, on espérait que les choses se feraient autrement. Mais plus on plonge dans la cuisine, plus on plonge dans la mécanique de la politique haïtienne, plus on réalise que plus ça change, plus c'est pareil. Au fait, ça n'a jamais changé. On espérait qu'avec de nouveaux visages, il y aurait de nouvelles actions. Au fait, il n'y a même pas tant que cela de nouveaux visages. Ce sont les mêmes vieux visages, les mêmes visages laids. Laids pas nécessairement d'un point de vue physique, laids d'un point de vue moral, laids du point de vue de l'intégrité. Donc les mêmes vieux visages, les mêmes vieilles figures reviennent pour nous enfoncer dans ce trou béant, pour nous enfoncer dans cet abysse. En sorte que ce n'est même plus une comédie, ce n'est même plus une plaisanterie, c'est une farce de très mauvais goût. Je vais vous faire des révélations aujourd'hui à mon émission, des révélations que j'ai vérifiées, que j'ai contre-vérifiées, c'est-à-dire des révélations que je décide de vous faire après que j'ai validé des sources, après que j'ai croisé des sources indépendantes. Puisque dans ce pays, la justice ne fait pas son travail, c'est un fait exprès. Puisque dans ce pays, la police n'arrête plus personne, on ne fournit pas à la police les outils qu'il faut pour faire son travail, donc la police ne fait plus son travail. Bien, puisque dans ce pays, plus personne ne rend compte de rien, plus personne n'est puni pour quoi que ce soit, c'est à nous qui avons encore le micro, c'est à nous qui sommes encore suivis et regardés, c'est à nous donc de dénoncer et de dire tout haut à la population haïtienne ce qui se fait dans les officines, ce qui se fait dans des bureaux politiques des uns et des autres. Alors nous allons regarder les magouilles qui se font en ce moment au sein du Conseil présidentiel. Les amis, les magouilles les plus dégueulasses, des pratiques les plus répréhensibles, des pratiques avec lesquelles on croyait avoir divorcé. Et pourtant, elles reviennent. Et on a des noms. Des gens qui avaient juré de tout leur Dieu d'y aller avec une transition de rupture. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Les vieilles pratiques reviennent. On continue à négocier des postes à prix d'argent. Il n'y a pas de sérieux dans la manière dont on choisit, dont on recrute un ministre. Savez-vous que dans ce gouvernement qui a été présenté à la population la semaine dernière, il n'y a même pas eu de vetting sérieux. N'importe qui a pu dire c'est celui-ci qui doit être ministre et sans qu'il n'y ait vetting, sans qu'il n'y ait, tenez-vous bien, d'entrevue pour le poste en question. Imaginez les amis, je ne connais pas votre métier, je ne sais pas quelle profession vous exercez, mais pouvez-vous vous imaginer exercer ce métier que vous exercez là sans qu'il n'y ait eu une entrevue entre votre patron et vous? Sans qu'il n'y ait eu un comité de sélection qui ait épluché votre CV, qui ait fait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ce travail de vérification, ce travail de vetting, ce travail de due diligence, pour s'assurer que ce que vous écrivez sur le CV correspond à la réalité, pour s'assurer que ce que vous dites s'avère. Du Premier ministre
jusqu'au choix des ministres délégués, c'est-à-dire des ministres sans portefeuille, jusqu'au choix des conseillers, aucune vérification de sécurité, aucune vérification au niveau des bilans. C'est une farce de mauvais goût que ce pays. J'essaie de m'imaginer ce que ressentent nos ancêtres, eux qui ont consenti tant de sacrifices, eux qui ont payé de leur sang la fondation de ce pays. J'essaie de me demander, mais qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils devaient revenir à la vie? Est-ce qu'ils se diraient qu'on avait raison de se battre pour fonder ce pays-là? Est-ce qu'ils se diraient qu'on avait raison de mettre au monde ces enfants-là? Il y a une telle légèreté à la tête de l'État, il y a une telle indifférence quant au mal, que finalement on se dit, quel est le remède à apporter? Quel est le remède à administrer aux dirigeants de ce pays pour qu'ils comprennent que c'est la vie de 10, 13, 14 millions d'Haïtiens qui dépendent de ce qu'ils font et que ce pays ne peut plus être traité comme une vaste plaisanterie, comme une vraie farce. Vous connaissez mes convictions, vous connaissez ma posture vis-à-vis de l'ingérence des États-Unis, du Canada et de la France, que j'appelle et j'assume des pays malveillants vis-à-vis d'Haïti. Ils l'ont toujours été dès le début de notre histoire. Mais là, il ne faut pas pointer dans ce qui se fait là les États-Unis, on ne peut pas pointer dans ce qui se fait là le Canada, on ne peut pas pointer dans ce qui se fait là la France. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes, les dirigeants haïtiens, qui transforment ce pays en une vaste plaisanterie, qui transforment ce pays en une farce de très mauvais goût. Au fait, c'est un véritable cauchemar. Sauf que le mot ne convient pas parce que cauchemar, c'est un très mauvais rêve. Mais là, il ne s'agit pas de rêve, il s'agit de réalité. Que la personne ait travaillé aux Nations Unies et qu'elle détienne 25 années d'expérience, dès qu'elle met le pied en Haïti, elle se conforme au paradigme de la plaisanterie. Que la personne ait fait des études sérieuses dans des pays qui fonctionnent selon les principes de la fonction publique, dès que la personne met le pied en Haïti, elle oublie tout, elle fout tout à la poubelle et elle se conforme aux normes de cette farce de mauvais goût, de cette farce qui dure depuis, ma foi, déjà 2 siècles. Sorte que, à la fin de l'émission, je vais vous poser cette question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? On dirait qu'il n'y a pas de remède, on dirait qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de solution pour ces gens-là. Plus on découvre ce qu'ils font dans la nomination à des postes ministériels, quand on sait ce qu'ils exigent ou ce qu'ils n'exigent pas avant que quelqu'un ne soit nommé à un poste ministériel, à un poste de responsabilité, on se dit, mais est-ce que ces gens-là ont vécu à l'étranger? Est-ce que ces gens-là ont déjà été exposés à une autre façon de faire? Est-ce que ces gens-là ont déjà été exposés à des pays où on rencontre, à des pays où on peut être arrêté quand on vend des postes ministériels? Ou est-ce qu'on arrive à un point tel dans notre indifférence, est-ce qu'on arrive à un point tel dans notre effort dans le mal, pour reprendre l'expression d'Anténor Firmin, que finalement on se dit, on s'en fout. Ce pays-là n'en est pas un, ce pays n'est pas un pays, c'est une vaste plaisanterie, c'est une farce de très mauvais goût. Restons vigilants, je vous l'avais dit. Depuis plusieurs semaines déjà, je vous dis, soyons vigilants. Ce qui se fait là n'augure de rien de bon.
ce qui se fait au sein du Conseil présidentiel, ce qui se fait au sein du gouvernement Kony n'annonce rien de bon pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Vous connaissez le rituel de l'émission, mais ce matin, plus que jamais, vous avez besoin de votre café, vous avez besoin de votre chocolat chaud, vous avez besoin d'avoir toute votre tête, car je vais vous faire des révélations, bon Dieu, que vous n'auriez pas cru possible si on vous les présentait dans un film. Or voilà que là, il ne s'agit pas d'un film, il ne s'agit pas d'un cauchemar, il s'agit de notre pays. Des conseillers présidentiels qui négocient des postes de directeur général à prix d'argent. On a des noms. On va vous les balancer. Ces gens-là doivent payer pour ce qu'ils font. Il faut qu'ils payent pour leur plaisanterie. Restez là, je vous promets de vous revenir après la pause que voici. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. J'ai failli être renversé de ma chaise lorsqu'en échangeant avec des membres du Conseil présidentiel, ceux-là même qui ont passé en entrevue les 3 derniers candidats au poste de Premier ministre, j'ai failli, dis-je, être renversé de ma chaise lorsque je leur ai posé cette question toute simple. En dehors du CV de Gary Kony que vous avez lu, avez-vous fait d'autres vérifications? Avez-vous fait du vetting? Avez-vous validé certaines informations? Avez-vous appelé des collègues avec qui il a travaillé dans des pays africains, dans des pays antillais? Ils m'ont dit non. J'ai failli être renversé de ma chaise parce que je leur ai dit, messieurs, il s'agit de l'un des postes les plus importants. Il s'agit de gérer les plus lourdes, les plus grosses responsabilités dans ce pays qui n'en peut plus de passer de crise en crise. Vous n'avez pas fait de vetting. Vous vous êtes contenté de ce qu'il dit, vous vous êtes contenté de ce qu'il a écrit, sans chercher à en savoir un peu plus, sans contre-vérifier, sans faire appel à d'autres sources, non. On n'avait pas eu le temps, on l'a passé en entrevue et son discours nous paraissait conforme à notre vision de la transition. Et voilà, nous l'avons choisi unanimement. Sur les 7 conseillers votants, un était absent, donc les 6 autres ont choisi Kony. Quelle légèreté. Regardez, ceux qui sont là, c'est d'anciens gouverneurs de la banque, ceux qui sont là, c'est d'anciens sénateurs, ceux qui sont là, bon Dieu, c'est d'anciens chefs de cabinet de présidence, c'est d'anciens ministres. C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de passer des entrevues pour arriver là où ils sont. C'est des gens qui ont surtout l'habitude de faire passer des entrevues à leur personnel. Et là, il s'agit de la Banque centrale d'Haïti, dans le cas de Fridjan. Il s'agit de postes ministériels dans le cas de Leslie Voltaire. Il s'agit, n'est-ce pas, du Sénat dans le cas d'Edgar Leblanc. Et là, j'ai dit, il s'agit d'un Premier ministre qu'on ne pourra même pas congédier dans les 2 prochaines années, vous lui confiez comme ça un poste sur son discours. Oh là là, mais quelle légèreté. Quelle légèreté. Mais pire, les amis, pire. Voilà qu'il y a une feuille de route pour cette transition. Il y a un accord qui prévoit les grands chantiers de cette transition. Procès sur
les crimes financiers, procès sur l'assassinat du président Jovenel, audit sur Petro-Caribé, etc. Très bien. Et le Premier ministre, qui est censé suivre la feuille de route qui est écrite à cet effet, vient et il dit « Moi, je voudrais pouvoir nommer au poste régalien mes propres ministres. » Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on accepte cela. Dans le contexte de la transition, le Premier ministre est littéralement, enfin devrait être littéralement la créature du Conseil présidentiel. On va trouver la personne idoine selon une mécanique qui est prévue dans cet accord et qui, à sa face même, n'est pas respectée. Et une fois qu'on aura trouvé la personne adéquate, on n'aurait qu'à lui remettre la feuille de route et on reviendrait auprès de cette personne-là avec la liste des ministres que cette personne-là serait appelée à diriger en tant que Premier ministre. Mais le Premier ministre n'a pas d'affaire à choisir lui-même ses postes, les titulaires des postes régaliens. À la rigueur, on peut comprendre que le Premier ministre veuille choisir lui-même son chef de cabinet. C'est tout à fait légitime. On peut penser que le Premier ministre veuille retenir lui-même ceux qui seraient responsables de sa sécurité, de sa garde rapprochée. Ça, on pourrait lui accorder cela. Mais permettre que le Premier ministre, exemple, nomme son avocat comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, non seulement refusais-je de pardonner cela à Gary Coney lui-même, je refuse de pardonner cela aux membres du Conseil présidentiel. Ça n'a pas de gueule. Et je le leur ai dit. Et pire, les amis, pire. Savez-vous qu'il n'y a même pas eu de vetting, qu'il n'y a même pas eu de vérification sur qui est Carlos Hercule, etc. Ce n'est que par la presse. Les membres du Conseil présidentiel ont eu le culot d'avouer que c'est dans la presse qu'ils ont appris que, effectivement, Carlos Hercule, c'est l'avocat personnel du Premier ministre. Et on a accepté tout bonnement parce que, il disait, écoutez bien, avoir fait son vetting sur Carlos Hercule grâce à l'ambassade américaine. Pardon? Pardon. Vous prétendez pouvoir recouvrer la souveraineté de votre pays. Vous êtes à la tête de la République en tant que conseiller présidentiel et Premier ministre, et vous vous contentez d'un Premier ministre qui nous arrive tout droit des Nations Unies, avec tout ce que les Nations Unies charrient en tant que souffrance pour les petits pays. Vous acceptez que ce Premier ministre vous impose son avocat personnel, en la personne de Carlos Hercule, comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, sans lui poser la question des liens qu'il entretient avec ce ministre de la Justice. Dans quel pays on vit? Vous savez qu'un juge doit se récuser d'une cause si, en son âme et conscience, il sait qu'il a un lien quelconque avec le justiciable. Mais si lui refuse de le faire, les parties prenantes dans la chose vont lui dire, écoutez, vous devez vous récuser parce que vous êtes trop proche de cette personne, parce que vous la connaissez. S'il refuse de le faire, il y aura un conseil de la magistrature qui va exiger sa récusation. Mais vous imaginez dans ce pays où des gens détiennent des doctorats en droit, où des gens, n'est-ce pas, enseignent le droit. Le Premier ministre, qui vient des Nations Unies, 25 années d'expérience, impose, sans qu'il n'en ait le droit, son avocat personnel comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et le Conseil présidentiel n'a fait aucune vérification. Et je vous ai dit, les membres de ce conseil m'ont dit, docteur Fils-Aimé, ce n'est que dans la presse que nous avons appris que ce monsieur était l'avocat du Premier ministre. Et maintenant que la chose s'est ébruitée, maintenant que la chose se sait, personne ne dit, mais écoutez, il faut qu'il démissionne. C'est ce qui est pire. On peut se tromper, tout le monde se trompe.
On peut échapper certaines informations, on comprend, on a dû choisir, n'est-ce pas, ce Premier ministre-là, si vous voulez, dans la précipitation, parce que ça faisait déjà 3 semaines que le Conseil était installé, qu'il travaillait sur son accord. Il y avait une certaine pression pour qu'il livre la marchandise, pour qu'il jette enfin son dévolu sur un Premier ministre. Mais il y a des dossiers sur lesquels on ne peut se précipiter. Mais ne me dites pas que après vous être précipité dans le choix d'un Premier ministre, vous avez là encore accepté dans la précipitation que le Premier ministre vous impose son avocat personnel. Mais pire, maintenant que vous le savez, vous n'exigez pas sa démission, vous n'exigez pas sa récusation. Avançons. J'ai parlé à des membres du Conseil présidentiel. Je leur ai dit, mais est-ce que vous connaissez cette Kathleen Florestal que le Premier ministre nomme comme ministre des Finances et comme ministre de la Planification et de la Coopération externe? Dites, ah mais on ne la connaît pas vraiment. Il y avait un seul d'entre nous qui la connaissait et qui a dit que cette personne-là avait des compétences. Ah bon? Vous êtes 7. C'est vous qui finalement nommez. Vous avez un Premier ministre qui nous arrive tout droit des Nations Unies et vous acceptez que ce même Premier ministre vous nomme une femme qui a passé des décennies à travailler au sein du Fonds monétaire international, au sein, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, et vous n'avez pas fait du vetting sur elle, non? Le prétexte, on n'avait pas le temps. Oh! Ça fait 3 ans que ces gens-là sont dans la rue contre Ariel, exigeant son départ, v'lez pas, v'lez, faut l'aller. Ça fait 3 ans que ces gens-là sont dans la rue, faisant la promotion d'une nouvelle gouvernance, et voilà que maintenant ils sont à la tête du pays. Ils font de la gouvernance dans la légèreté, sans se donner la peine de faire du vetting, sans se donner la peine de vérifier le parcours professionnel, le parcours personnel de la personne, avant de lui confier des tâches avec les plus hautes responsabilités régaliennes. Désormais, cette femme, je l'ai dit dimanche dernier, va s'écrire des chèques en tant que ministre des Finances, à elle-même en tant que ministre de la Coopération externe et de la Planification. Et qui est-ce qui vous impose cette ministre? Et qui est-ce qui combine ces 2 ministères sous une seule tête? Celui qui est censé nous arriver avec l'auréole d'un gestionnaire des Nations Unies expérimenté pouvant se vanter de 25 années de service aux Nations Unies. Vraiment? Quelle plaisanterie. J'ai posé la question, j'ai dit, mais vous avez accepté que Claude Joseph Dédé vous impose comme ministre de la Défense le citoyen Marc Berthier-Antoine, qui était son camarade de classe, à l'Université d'État d'Haïti. Jean-Marc Berthier-Antoine a fait de l'ethnologie, et il faisait partie de ces GNBistes soutenus financièrement par les Boulos, les Bidjo, et surtout soutenus financièrement par la CIA. Il est parti en exil en Belgique. Il a fait la criminologie. Il vient faire un petit temps au Canada et tout à coup, depuis le Canada, Claude Joseph vous a imposé son CV comme ministre de la Défense. Est-ce que vous l'avez passé en entrevue? Non, on n'avait pas eu le temps. Vous entendez ça, les amis? Est-ce que vous avez entendu ça? Le Conseil présidentiel accepte de ratifier le choix de Jean-Marc Berthier-Antoine comme ministre de la Défense sans qu'il n'y ait eu d'entrevue. J'ai parlé à 3 membres du CP
Et ils ont dit non, 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 on ne le connaissait même pas, M. Fils-Aimé, on ne savait même pas qu'il vivait à Montréal. Puisque, à un moment donné, chaque partie prenante devait nommer, contrairement à l'accord, un titulaire à chaque ministère. On sait que Claude Joseph voulait le ministère de l'Éducation, on le lui a refusé. Et là, finalement, il s'est rabattu sur le ministère de la Défense. Mais vous savez, le ministère de la Défense, c'est un ministère sans grand budget. C'est un ministère, enfin, sans dents. Vous savez, l'armée d'Haïti n'est qu'un épouvantail, c'est pas une vraie armée. Alors là, on a consenti à lui donner le ministère de la Défense parce qu'on sait, écoutez, il n'aura pas de dents. Ah bon? Vous nommez comme ministre de la Défense quelqu'un sur qui vous n'avez pas fait de vérification, sans vetting, quelqu'un à qui vous n'avez même pas fait passer une entrevue, vous l'avez accepté sur la déposition d'un CV. Et vous lui confiez comme ça le ministère de la Défense. Quelqu'un qui va avoir accès à des informations sensibles. Quelqu'un qui va partager avec des pays amis, je ne crois pas à cette expression, mais à défaut de mieux, gardons cette formule conventionnelle. Quelqu'un qui va partager avec d'autres pays des informations qui concernent la défense du territoire et de la population haïtienne. Vous lui confiez ce ministère sans vérification. Les amis, essayons de nous imaginer. Disons que, je ne sais pas moi, vous êtes cinéaste, vous êtes romancier, puis vous écrivez le scénario de ce film-là. Pensez-vous vraiment qu'une maison d'édition accepterait de publier votre œuvre? On dirait, mais non, mais il n'y a pas un seul pays au monde où on confierait le ministère de la Défense à quelqu'un sans qu'on analyse, sans qu'on épluche, sans qu'on ne scrute chaque mot de son CV, et surtout sans qu'on ne le passe en entrevue, et surtout sans qu'on aille chercher, n'est-ce pas, l'arrière-plan personnel de cette personne. Vous embauchez Jean-Marc Berthier-Antoine comme ministre de la Défense, et personne, c'est bizarre, personne au sein du conseil présidentiel, sauf le représentant de Aidé Smith-Augustin, ne le connaissait. Putain. Non, il ne s'agit pas du ministre des Affaires sociales, il ne s'agit pas du ministre des Affaires culturelles, puisque dans ce pays, le ministre des Affaires sociales, 9 fois sur 10, est là pour voler, hein, vous connaissez l'histoire. 9 fois sur 10, celui qu'on nomme ministre de la culture va être là pour organiser le carnaval et rien de plus. Là. Mais là, le ministère de la Défense. Le gars a été nommé, tandis qu'il vivait encore au Canada. Il n'a passé aucune entrevue. Gary Coney ne l'avait jamais rencontré. Il est nommé ministre de la Défense. Mais quelle légèreté et surtout quel amateurisme. Auriez-vous, vous, embauché quelqu'un, directeur des ressources humaines de votre boîte, qui embaucherait un homme ou une femme responsable de la sécurité de votre entreprise sans passer cette personne-là en entrevue? C'est pourtant ce qui s'est passé, les amis. Claude Joseph, par le truchement de Smith-Augustin, a imposé le CV de Jean-Marc Berthier-Antoine, un ancien policier qui a fait la criminologie, n'est-ce pas, en Belgique, et qui est venu au Canada. On l'a embauché ministre de la Défense sans que personne ne l'ait passé en entrevue. Oh là là. Ces mêmes gens auraient crié haro sur le baudet si ce ministre de la Défense leur avait été imposé par l'ambassade américaine. Ces mêmes gens auraient crié à la Vierge offensée si ce ministre de la Défense leur avait été imposé par la CARICOM. Là, je vous le dis, les amis, rien à voir. Jean-Marc Berthier-Antoine, c'est l'organisateur politique de Claude Joseph à Montréal pour son parti de kleptomanes qu'on appelle Aidé. Et tout droit venu de Montréal, il a été fait ministre de la Défense, le temps de le dire, sans que personne ne l'ait passé en entrevue. Mais pire, les amis, restons toujours au sein du CEP pour voir comment les choses se sont faites
le poisson pourri de la tête, ne l'oublions pas. Une autre pause, je vous reviens avec une pratique encore plus dégoûtante, une pratique encore plus répugnante, une pratique encore plus dégueulasse que celle de négocier des postes de directeurs généraux par 2 membres du conseil présidentiel. Imaginez, on parle de 300 000, on parle de 200 000 dollars américains que ces conseillers ont négocié avec des titulaires de postes dans des organismes d'État pour qu'ils restent à leur poste. Restez là, je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on avait regardé cette farce. Si je ris, c'est pour éviter de pleurer, parce qu'il s'agit de notre pays. On nomme un ministre de la Défense sur le compte duquel on ne sait rien. Des amateurs qui nomment des amateurs. Sauf que là, il s'agit de notre pays, ça nous regarde. Mais pire, les amis, on en est désormais à travailler sur la liste des directeurs généraux à nommer au sein d'organismes d'État où se brasse beaucoup d'argent. On parle de l'ONA, on parle d'autres organismes encore. Et il y a 2 conseillers présidentiels vicieux, 2 conseillers présidentiels voleurs qui négocient déjà avec des titulaires de ces postes-là des centaines de milliers de dollars comme condition s'ils veulent rester. Je vous livre les noms là. D'abord, Smith Augustin. Smith Augustin, c'est le représentant du parti de Claude Joseph Aidé. Est-ce que ça vous étonne? Le parti de Claude Joseph Aidé, c'est un parti de kleptomanes qui est financé avec l'argent public détourné des missions étrangères, donc des ambassades et des consulats, par Claude Joseph lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est cet argent-là qui finance le parti de Claude Joseph Aidé. Et quand on se retrouve dans Aidé, c'est qu'on a dans son ADN le réflexe du vol, le réflexe de la kleptomanie. Donc ce n'est pas étonnant que Smith Augustin, qui représente Aidé, commence à négocier à prix d'argent avec des titulaires des organismes d'État pour qu'ils restent à leur poste. Le pire, les autres membres du conseil présidentiel sont au courant de ça. Ils sont au courant. Ah oui, bien sûr, ils sont au courant. Ils font rien. Bon Dieu. Qui se ressemble, s'assemble. Cet adage-là va finir par être vrai. Le deuxième membre du conseil présidentiel qui négocie, ah mais celui-là c'est un vicieux de première, qui négocie des postes à prix d'argent, c'est nul autre que Gérald Gilles, le docteur Gérald Gilles. Non content d'imposer au sein du gouvernement Kony son propre beau-fils comme ministre de la Santé avec un faux diplôme de médecine, le pire, ce ministre reste. Tout le monde sait qu'il n'a pas de diplôme de médecine. Tout le monde sait que c'est le beau-fils de Gérald Gilles. Il reste, personne ne réclame sa démission. Mais là, Gérald Gilles consomme l'art de voler en allant négocier avec des titulaires de postes leur maintien à ses directions générales à prix d'argent. Les autres membres du conseil présidentiel le savent, mais ils font rien.
Il ne demande pas à Gérald Gilles de se désister, de se retirer. Il ne demande pas aux organismes, ou en tout cas aux partis politiques qui ont nommé ces gars-là, de se retirer. Mais est-ce que ça vous étonne? Gérald Gilles est issu de PHTK. Smith Augustin est issu d'ED. Hein? On n'est pas membre du PHTK sans être voleur. On n'est pas représentant du parti de Claude Joseph sans avoir des réflexes de voleur. Restons, chers amis, au sommet de l'État, le poisson pourri de la tête. Savez-vous ce que Gary Coney a fait? Pendant les derniers mois, vous avez vu le Canada fournir quelques efforts pour sanctionner des politiciens, pour sanctionner d'anciens hommes d'État, pour sanctionner certains hommes d'affaires, pour des affaires de corruption, de détournement de fonds, pour des affaires de drogue, pour des affaires de trafic d'armes. Entre autres, le Canada et les États-Unis ont sanctionné Garibodo. Le Canada et les États-Unis ont sanctionné le sénateur Fourcan. Savez-vous quoi? Gary Coney, l'homme qui est auréolé d'expérience onusienne, a récupéré Garibodo et le sénateur Fourcan. Alors, vous cru, les amis? Garibodo, qui s'était exilé jusqu'à il y a 2 semaines maintenant, est rentré au pays. Pour quelle raison? Il est rappelé par Gary Coney pour venir fournir à Gary Coney ses expériences en tant que kleptomane, ses expériences en tant que dilapidateur de fonds publics, ses expériences en tant que voleur de bandit de grand chemin. Qui se ressemble s'assemble. Et puis, Gary Coney tient des discours en créole et en français, pince sans rire, et nous fait croire, en enlevant ses lunettes, comme autrefois François Duvalier, qu'il va lutter contre la corruption. Vraiment. Vous allez lutter contre la corruption, vous faites appel à 2 grands experts de la corruption, qui sont sanctionnés par le Canada et les États-Unis, ce qui est rare dans le cas des États-Unis. Le sénateur Fourcan et l'ancien président de la Chambre, Garibodo, qui sont sanctionnés pour trafic d'armes, pour détournement de fonds publics. Gary Coney, il les rappelle au service. Et il nous regarde, pince sans rire, qu'il veut lutter contre la corruption. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots. Lorsque Gary Coney tenait ce discours, à savoir qu'il allait lutter contre la corruption, il avait derrière lui, comme des plantes vertes, comme on dit dans le métier, 3 hommes. L'un d'entre eux, c'est précisément... Précisément, comment il s'appelle? Oui, Erwin Gaspard, qu'il nomme ministre délégué aux affaires humanitaires et à la solidarité. Ça veut dire celui qui va gérer toute la question des ONG, celui par qui les subventions aux ONG va passer. Ce Erwin Gaspard, on l'a chassé à coups de pied dans le cul du consulat d'Orlando et le Premier ministre se tient urbi et orbi devant la ville et devant le monde pour nous dire qu'il va lutter contre la corruption. Un petit chausson avec ça, monsieur le Premier ministre. Il récupère Garibodo, il récupère Hervé Fourcan. Dans son dos se tient Erwin Gaspard, et là il nous dit qu'il va lutter contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas crédible, vous êtes vous aussi un farceur. C'est dommage. C'est dommage qu'on doive tout de suite poser ce diagnostic, en sorte que vos discours, on ne les croit plus. Car il y a un tel décalage entre vos actions et vos discours que finalement, il faut se poser la question, quand le Premier ministre se dit malade, est-ce qu'il faut le croire? Quand
Quand le Premier ministre se dit malade, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une communication politique pour nous faire baisser la garde, pour aller chercher un capital de sympathie auprès de la population pour pouvoir mieux nous tromper? Un Premier ministre qui dit lutter contre la corruption, mais qui nomme la même personne ministre des Finances et de la coopération externe, qui va s'écrire des chèques à elle-même. Le Premier ministre qui avait dit vouloir réduire la taille du gouvernement, mais qui nomme tant de ministres délégués sans portefeuille que finalement son gouvernement en est un des plus gros, les plus éléphantesques, les plus pharaoniques. Un Premier ministre qui dit lutter contre la corruption, mais qui va recruter tous les bandits de grand chemin du PHTK que les États-Unis et le Canada avaient sanctionnés parce qu'ils puaient dans leurs pratiques politiques. Quel pays, mais quelle classe politique, quelle bande de farceurs, quelle bande de plaisantins de mauvais goût. Plus personne ne se gêne pour faire quoi que ce soit. En sorte que, il y a lieu de se poser la question, les amis. Je me suis enquis du salaire du Premier ministre. C'est mon boulot, hein, les amis, au moment où il travaillait pour les Nations Unies. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Gary Coney gagnait 25 000 $ américains par mois. Donc c'est quoi? 300 000 $ par année? Quand il travaillait pour les Nations Unies. Et vu la position qu'il occupait au sein des Nations Unies, il n'avait pas de souci pour le logement, il n'avait pas de souci pour le transport, il n'avait pas de souci pour l'école de ses enfants, pour s'occuper de sa femme. Ouf, tout ceci était couvert. Mais en plus, il gagnait 300 000 $ américains. Donner aux Nations Unies 9 fois sur 10, c'est de la sinécure, on le sait. Hein, nous ne nous trompons pas, hein, on sait comment ça fonctionne dans les Nations Unies. Les gens qui ont des titres ronflants, ils ne foutent rien. Vous le savez. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui motive un homme qui fait 300 000 $ américains par année et dont toutes les autres dépenses sont payées par les Nations Unies? Qu'est-ce qui motive un tel homme à venir en Haïti pour travailler avec des Garibodo qu'il rappelle, pour travailler avec des Hervé Fourcan qu'il rappelle, pour travailler avec un conseil présidentiel dont 2 sont déjà complices de vente de postes, n'est-ce pas, de direction générale pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qui motive un homme à laisser tout ça pour venir gérer une transition pendant 2 ans? Écoutez, enlevez-moi tout de suite cette réponse angélique, c'est parce qu'il est patriote. Foutaise que tout cela, on voit bien là. Voyons. Gary Coney n'est-il pas en mission commandée? Gary Coney ne serait-il pas un cheval de Troie? Quelqu'un qui arrive sous de belles apparences, avec un certain calme, une certaine zénitude pour parler le langage d'aujourd'hui, et dont les véritables mobiles seraient inavouables. Je vais tenter de lever le voile sur les véritables raisons pour lesquelles les Nations Unies, les véritables raisons pour lesquelles la communauté malveillante des nations nous a amené Gary Coney. Une dernière pause, je vous reviens et on va tenter de lever le voile sur les intentions de Gary Coney dans son retour dans la politique haïtienne après ce clash entre Martelly et lui, les 2 fils légitimes de Clinton. Clinton lui a dit, regarde, Martelly ne peut pas te voir en portrait, retourne aux Nations Unies, ton tour viendra. Et là, son tour est venu. Pour quelle raison est-il revenu? Pour quelle mission commandée Gary Coney est-il revenu chez nous?
On s'arrête ici. Je tenterai de répondre à cette question après la dite pause. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Pourquoi Gariconi est-il revenu? Pour quelle mission commandée est-il en Haïti? Qu'est-ce que ce cheval de Troie porte-t-il en son sein? Il y a un livre fort intéressant que j'ai lu cette dernière semaine qui s'appelle « La mécanique des coups d'État en Haïti ». Dans son livre, on apprend que quand on veut voler des élections en Haïti, il faut s'assurer d'avoir le contrôle du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Défense et du ministère de la Justice, entre autres. Et si vous regardez l'histoire politique de ce pays, quand l'armée était de notre côté, on gagnait des élections. Cela même avant Duvalier. Ce n'est pas seulement sous le régime des Duvalier. Si le général Québro n'était pour la candidature de Duvalier, mais il ne serait pas parvenu au pouvoir. Bon. Donc il y a un certain nombre de postes sur lesquels il faut faire main basse quand on veut parvenir au pouvoir. Bon, d'abord, il faut avoir les faveurs des ambassades malveillantes, l'ambassade américaine étant la première, l'ambassade française, etc. Donc il faut que ces gens-là nous voient d'un bon œil, mais ces ambassades-là fonctionnent avec une certaine mécanique. Elles vont faire en sorte que l'armée soit de votre côté. Suivez-moi bien, les amis. Bon. N'allez pas croire, arrêtez de croire ce que les médias vous colportent, qui est tout simplement de la propagande de ces mêmes pays malveillants, à savoir qu'Haïti est un pays pauvre. Non, Haïti n'est pas un pays pauvre, Haïti c'est un pays riche avec une population pauvre. C'est le paradoxe de ces pays noirs. L'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais avec la population la plus appauvrie. C'est le même type de paradoxe, parce que notre sous-sol regorge de richesses. Et cela, depuis toujours, les États-Unis l'ont su. Relisez la vie de Joseph Anténor Firmin, et vous comprendrez que déjà, en ce temps-là, les États-Unis avaient les yeux sur le Mall Saint-Nicolas. Pour quelle raison? Wow. Et aujourd'hui qu'on parle de ressources renouvelables, qu'on parle de virage vers d'autres sources d'économie, n'est-ce pas? Eh bien, ces pays voleurs, ces pays pilleurs, qu'on appelle improprement des pays riches, qui sont devenus riches parce qu'ils ont volé et qu'ils continuent de piller les autres, eh bien, ils sont en quête de ressources renouvelables. Le Canada, qui est la première puissance mondiale en termes d'exploitation minière, a les yeux rivés sur nous.
Les États-Unis considèrent, n'est-ce pas, que notre sous-sol devrait être, n'est-ce pas, pour eux, les États-Unis, si vous voulez, une espèce de réserve stratégique. Mais la bonne façon de maintenir Haïti sous coupe réglée, c'est de s'assurer que ceux qui sont élus à la tête de ce pays sont des gens serviles. Et quand vous dites politiciens serviles, c'est à peu près toute notre histoire, mais plus récemment, les gens du PHTK. Donc, la mission commandée pour laquelle Kony nous est revenu, c'est pour nous assurer qu'aux élections de 2026, PHTK version réformée, qu'un PHTK version réformée revienne au pouvoir. Et j'ai cité le nom de Claude Joseph. J'ai commencé par vous dire, quand on veut gagner des élections en Haïti, on fait même base sur un certain nombre de ministères. Ministère de la Défense, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères pour voler. Je vais vous poser la question et je vous donnerai la réponse tout de suite. Le ministère de la Défense, c'est aux mains de qui? Claude Joseph. Vous avez gagné. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est aux mains de qui? Gary Kony. Qui dit Gary Kony dit PHTK. On est d'accord? Le ministère des Affaires étrangères est aux mains de qui? Claude Joseph et Laurent Lamotte. Tenez. La nomination de Dominique Dupuis provient d'une espèce de nébuleuse en termes de sources, mais qui sont concentrées autour de la mouvance PHTK. Laurent Lamotte, Claude Joseph, etc. Quand je me suis aperçu que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est aux mains de Gary Kony, donc de PHTK, quand je me suis aperçu que le ministère des Affaires étrangères est, n'est-ce pas, entre les mains de Dominique Dupuis, donc Claude Joseph et Laurent Lamotte, quand je me suis aperçu que le ministère de la Défense est aux mains de Jean-Marc Berthier Antoine, donc de aider de Claude Joseph, j'ai dit tiens, on vient de réunir toutes les conditions pour la perpétuation de la mécanique des coups d'État. Gary Kony est en mission pour nous entrer dans la gorge Claude Joseph. Et si vous faites un peu d'histoire générale, c'est précisément comme ça que Napoléon Bonaparte est devenu, si vous voulez, n'est-ce pas, premier consul et plus tard empereur. Son frère a commencé par placer, n'est-ce pas, à la tête de l'État des gens favorables à l'émergence de Napoléon. Et quand Napoléon Bonaparte est arrivé, bien, il a tout mis dans sa poche et a fait perdre aux idées républicaines tout leur lustre. Gary Kony est en mission commandée pour nous faire accepter un nouveau président PHTK, ou bien un PHTKiste nouvelle version, mais qui dit PHTK dit gouvernement servile aux intérêts internationaux. Gary Kony n'est pas là pour gérer une transition de rupture. De rupture, il n'y en a point. On voit les mêmes pratiques de corruption. On voit les mêmes pratiques, n'est-ce pas, de politisation de la justice. On voit les mêmes pratiques duvalériennes parce que, n'est-ce pas, Gary Kony, c'est un duvalieriste. On voit ces mêmes pratiques-là qui consistent, n'est-ce pas, à coopter des titulaires de ministères pour, n'est-ce pas, ses intérêts personnels. Donc, si vous vous posez la question, pour quelle raison Gary Kony est là? Il est là pour nous faire des élections bidons en 2026, élections au terme desquelles on va nous foutre dans la gorge un Claude Joseph qui prépare sérieusement son coup d'État. Et il n'y a pas de différence entre PHTK et ED, il n'y a pas de différence entre, n'est-ce pas, PHTK et Gary Kony, c'est la même foutue merde, et l'international nous envoie Gary Kony pour nous faire accepter un PHTK nouvelle version. Je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces politiciens farceurs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces politiciens qui nous font des plaisanteries de mauvais goût? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces politiciens qui gèrent ce pays avec une légèreté désarmante? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces politiciens qui nous gouvernent avec la plus absolue indifférence au mal? Rien. Nous avons inventé le mot bois calé. Nous avons inventé le mot déchoucage. Tout ce qu'on peut faire contre ces gens-là, c'est de les déraciner.
Ils sont irrécupérables. C'est des gens qui conçoivent la politique en termes de vol, c'est des gens qui conçoivent la politique en termes de corruption, c'est des gens qui conçoivent la politique en termes de marchandage. Gary Coney ne fait pas exception. Je viens de vous le démontrer. En récupérant Garibodo, en récupérant Hervé Fourcan, en permettant, n'est-ce pas, que d'anciens voleurs de Aidé soient nommés, enfin qu'il les nomme directement comme ministre délégué. Mais Gary Coney n'a-t-il pas atteint le summum de la bêtise en nommant comme directeur de son cabinet Nesmi Maniga, PHTKiste, sur qui pèsent des soupçons de malversation dans sa gestion du Fonds national pour l'éducation? Voilà ce qui nous attend, les amis. Voici ce en quoi nous sommes déjà plongés, la tête, les mains et les deux pieds. Parce que nous avons des gens qui administrent ce pays dans la plus grande légèreté, qui administrent ce pays dans l'indifférence la plus désarmante, et qui ne sont motivés ni par le patriotisme, ni par les intérêts supérieurs de la population haïtienne, mais qui veulent s'en mettre les poches le plus rapidement possible, de manière à s'éviter les tracasseries, les inquiétudes financières dans les prochaines années. Chers amis, restons vigilants, c'est mon travail de projeter la lumière sur tout ce qui se fait dans ce pays. Et puisque la politique, n'est-ce pas, nous importe, nous allons continuer à dénoncer, n'est-ce pas, toutes les magouilles qui sont faites dans ce gouvernement. Nous allons les mettre, n'est-ce pas, au grand jour, de telle sorte que ces gens-là, à défaut d'avoir honte, nous savons qu'ils ont perdu leur chromosome de la honte, de telle sorte que, à défaut d'avoir honte, ces gens-là puissent payer pour ce qu'ils sont en train de nous faire. Que la population haïtienne puisse s'indigner et se soulever contre eux, et qu'on puisse s'en débarrasser une fois pour toutes. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Je vous souhaite de garder le moral quand même. Quand on est en guerre, ce n'est pas le moment d'être découragé. Ce n'est pas le moment de se laisser aller à la déprime. Je fais avec vous de la contre-intelligence. Je vous révèle ce qui se fait dans les officines. Je vous révèle ce qui se prépare pour nous. De telle sorte que nous montions la garde. Et que nous puissions faire payer à ces politiciens ce qu'ils font à notre pays, ce si beau pays de Dessalines, ce si beau pays de Sanit Belair, ce si beau pays, ma foi, de Christophe. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.